Chapitre 25. L'arbre malade. En théorie, la plupart des espèces d'arbres peuvent atteindre un âge très avancé. Les acquéreurs de concessions de notre cimetière forestier me demandent souvent combien de temps leur arbre va vivre. Ils choisissent en majorité des hêtres ou des chênes dont la durée de vie, d'après les connaissances actuelles, se situe autour de 400 à 500 ans. Cependant, pour un individu donné, arbre ou homme, les statistiques n'ont bien souvent guère de valeur. 1000 choses sont susceptibles de modifier la destinée d'un arbre. Sa santé dépend de la stabilité de l'écosystème forestier. Température, humidité et luminosité ne doivent jamais accuser de brusques variations, car la capacité de réaction des arbres est très lente. Toutefois, même dans des conditions environnementales optimales, insectes, champignons, bactéries et virus sont en permanence à l'affût d'une opportunité d'envahir les lieux. Ils n'ont de chance d'entrer que si l'arbre est en situation de déséquilibre. En temps normal, celui-ci répartit précisément ses forces. Une part importante est dévolue au quotidien. Il doit respirer, digérer sa nourriture, fournir ses amis champignons en sucre, grandir un peu et alimenter la réserve latente destinée à la lutte contre les parasites. Cette réserve, qui peut être activée à tout moment, contient des substances répulsives, propres à chaque espèce, tout à fait performantes. Ce sont ce que l'on appelle des phytoncides, des molécules dont l'action antibiotique a été prouvée au travers d'expériences édifiantes. Boris Tokin, un biologiste de l'ex-Union soviétique, écrivait ainsi dès 1956 que les protozoaires contenus dans une goutte d'eau étaient tués en moins d'une seconde par l'ajout d'une pincée d'aiguille d'épicéa ou de pin broyé. Dans le même document, Tokin expose que l'air d'une jeune forêt de pins est rendu presque stérile par l'action des phytoncides excrétés par les aiguilles. Les arbres peuvent donc véritablement désinfecter leur environnement. Mais ce n'est pas tout. Les noyers luttent par exemple contre les insectes à l'aide des composants de leurs feuilles, et avec une efficacité telle que l'on recommande aux amateurs de sieste en plein air d'installer leurs chaises longues sous un noyer. C'est là que le risque de se faire piquer par des moustiques serait le moins élevé. Quant aux phytoncides des conifères, peut-être en avez-vous déjà senti. Ce sont eux qui embaument de leur odeur balsamique les forêts de pins l'été, quand il fait chaud. Si le subtil équilibrage d'énergie entre croissance et système de défense est mis en péril, l'arbre peut tomber malade. L'origine du risque peut être la mort d'un voisin. Les flots de lumière qui se déversent soudain de toutes parts sur le houppier déclenchent un formidable appétit de photosynthèse. C'est une bonne chose, car la probabilité qu'un tel événement se produise est d'environ 1 fois par siècle. L'arbre nouvellement baigné de soleil laisse tout en plan pour se consacrer exclusivement à la croissance de ses rameaux. Le temps presse. Autour de lui, ses voisins font tous la même chose, et la trouée va se refermer en une vingtaine d'années, un court laps de temps pour un arbre. Les rameaux se développent vite. Ils gagnent jusqu'à 50 cm de longueur par an contre quelques millimètres auparavant. Cela coûte de l'énergie qui n'est dès lors plus disponible pour lutter contre les maladies et les parasites. Si l'arbre fait partie des chanceux, tout se passe bien, et quand la trouée se referme, son houppier s'est bien développé. Il prend un peu de repos et renoue avec la sécurité d'un métabolisme équilibré. Mais gare à lui si dans l'ivresse de la croissance quelque chose dérape. Si jamais un champignon se faufile dans le bois mort d'un moignon de branche, puis envahit le tronc, ou si un scolyte pique par hasard l'ambitieux parti à l'assaut du ciel et n'enregistre pas de réaction, c'est la catastrophe. Faute d'énergie pour mobiliser des substances répulsives, le tronc qui affichait une santé insolente est gagné par l'invasion. Les premières manifestations de l'attaque du houppier apparaissent. Chez les feuillus, les pousses supérieures, vitales, meurent brutalement et de gros moignons dépourvus de rameaux latéraux pointent vers le ciel. Les conifères réagissent par une baisse de la quantité d'aiguilles présentes sur les rameaux. Il est fréquent que les pins malades ne puissent plus porter 3, mais seulement 1 à 2 générations d'aiguilles, ce que l'on remarque à la forte éclaircie des houppiers. Chez les épicéas,
Le port en draperie des rameaux qui se défont d'une partie de leurs aiguilles s'accentue. Ils pendent tristement des branches partiellement dénudées. Puis le tronc perd ici et là des plaques d'écorce. Dès lors, cela peut aller très vite. Le houppier s'effondre comme un ballon de baudruche à mesure que la mort gagne des branches de plus en plus basses. Les dommages sont particulièrement visibles chez les épicéas, car avant que les tempêtes hivernales balayent les branches mortes, la flèche desséchée du houppier se détache nettement au-dessus du feuillage bien vert des étages inférieurs encore indemnes. Un arbre vivant est un arbre qui construit chaque année un nouvel anneau de bois. Durant la période végétative, le cambium, qui se trouve entre l'écorce et le bois, génère de nouvelles cellules d'écorce vers l'extérieur, de bois vers l'intérieur, et l'arbre grossit. Longtemps, on a pensé qu'un arbre qui ne parvenait plus à grossir mourait. Pourtant, des chercheurs ont découvert en Suisse des pins aux beaux houppiers touffus qui paraissaient parfaitement sains. En y regardant de plus près, notamment à l'examen de coupes et de carottes de sondage, il s'avéra que certains individus avaient cessé de fabriquer de nouveaux anneaux de bois depuis plus de 30 ans. Ces pins, aux aiguilles bien vertes, étaient morts. Les arbres avaient été attaqués par le polypore du pin, un champignon très agressif qui avait tué les cellules du cambium. Pourtant, leurs racines continuaient d'absorber de l'eau et de la faire circuler dans les vaisseaux du tronc et du houppier, fournissant ainsi l'humidité nécessaire à la survie des aiguilles. Comment était-ce possible? Si le cambium meurt, l'écorce meurt aussi. La continuité entre les parties aériennes et souterraines s'interrompt et les sucres solubles contenus dans les feuilles ne peuvent plus parvenir aux racines. Il fallait que ce soit des pins voisins en bonne santé qui aient alimenté leurs racines et ainsi aidé les pins mourants à continuer de verdir et de fabriquer des aiguilles. Encore un exemple de cette solidarité des arbres entre eux que nous avons évoqué dans le chapitre Amitié. Les arbres sont au moins autant sujets aux blessures qu'aux maladies. Les risques sont multiples. La chute d'un voisin, par exemple. Dans une forêt dense, il est inévitable que des arbres aux alentours soient touchés. Si cela se produit en hiver, quand l'écorce relativement sèche adhère solidement au bois, les dommages sont minimes. La plupart du temps, cela se solde par la casse, sans conséquence durable, de quelques branches. Il en va autrement des lésions du tronc, plus fréquentes en été. À cette époque de l'année, le cambium est gorgé d'eau, translucide et glissant. Il suffit de peu pour déchirer l'enveloppe protectrice. Quand un voisin tombe, ses branches font de grandes éraflures. Aïe! Le bois humide est un substrat idéal pour les spores de champignons, qui sont en quelques minutes sur les lieux. Ils produisent des filaments de mycélium qui s'attaquent aussitôt au bois et aux nutriments. Leur progression à l'intérieur de l'arbre est toutefois contrariée. Le bois contient beaucoup trop d'eau. Les champignons apprécient certes l'humidité, mais ils meurent dans les milieux détrempés. Pour le moment, leur marche triomphale est freinée par l'aubier, la couche de bois tendre située entre le cambium et le duramen. Mais désormais à l'air libre, l'aubier va commencer à sécher. Une course au ralenti démarre. Le champignon s'immisce à l'intérieur du bois à mesure que l'eau recule dans l'aubier, et en même temps que l'arbre s'efforce de refermer sa blessure. Les tissus du pourtour de la plaie lancent toute leur force dans la bataille pour se rejoindre au plus vite. Ils parviennent à recouvrir jusqu'à 1 centimètre de bois nu par an. En 5 années, tout doit être de nouveau étanche. De l'écorce neuve recouvre l'ancienne blessure, et l'arbre peut de nouveau irriguer à plein le bois endommagé et ainsi tuer le champignon. À condition que ce dernier n'ait pas réussi à passer de l'aubier au duramen, auquel cas il est trop tard. Le duramen, ou bois parfait, qui ne contient plus de cellules vivantes, est un bois plus sec qui offre des conditions idéales à l'agresseur, d'autant que l'arbre ne peut pas intervenir à cet endroit où il n'entretient plus de cellules actives. Les chances de l'arbre sont donc étroitement liées à la largeur de ses blessures. Au-dessus de 3 cm, la situation est préoccupante. Cependant, tout n'est pas perdu.
même en cas de victoire du champignon. Une fois dans la place, plus rien ne contrarie sa progression dans le bois, certes, mais il avance lentement, très lentement. 100 ans peuvent s'écouler avant qu'il ait tout mangé et transformé l'intérieur en mule. La stabilité de l'arbre n'en est aucunement affectée, car le champignon ne peut pas se répandre dans les cernes annuelles externes de l'aubier, trop imbibées pour lui. Dans les cas extrêmes, l'arbre peut finir par être complètement creux, mais toujours aussi droit et stable, comme un tuyau de poêle. Il n'y a pas lieu de se désoler pour lui, d'autant qu'il n'est pas assailli de douleur non plus. Dès lors qu'il a refermé sa blessure et surmonté le dommage infligé à son tronc, d'ordinaire, un arbre vit aussi longtemps que ses camarades intacts. Il peut toutefois arriver, lors d'hivers particulièrement froids, que ces vieilles blessures refassent parler d'elles. Un claquement sec résonne dans la forêt, comme un coup de fusil, et le tronc éclate le long de la ligne de blessure. L'accident est dû aux différences de tension au sein du bois gelé, très irrégulièrement structuré chez les arbres au passé un peu mouvementé.